La loi climat-résilience a été adoptée cet été, le 22 août, du fort de Brégançon. La loi climat-résilience, c'est ce qui fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Elle fait 305 articles. Je vous invite à lire, notamment pour les plus jeunes d'entre nous ici présents, les articles 190 et suivants qui parlent de la moindre artificialisation d'ici 10 ans, c'est-à-dire qu'on va réduire par 2 le constat de l'étalement urbain sur les territoires en 10 ans, et en 2050, il n'y aura plus d'artificialisation. Donc on voit bien que cette transition, qui est quasiment une révolution, va tous nous impacter. Que constate-t-on actuellement sur le territoire? On constate que sur la planification, vous avez un zonage qui s'appelle les zones 2AU. Les zones 2AU, c'est les réserves foncières pour bâtir les projets de demain. On constate que les zones 2AU sont en train, du coup, conscients de cette accélération, les propriétaires souhaitent vendre. Donc, paradoxalement, pour l'instant, au moment où je parle, nous ne sommes pas en pénurie foncière, mais plutôt en trop plein de foncier, parce que d'une certaine façon, les propriétaires et les opérateurs ont conscience que dans 10 ans, ce sera plus dur. Donc tout ce qui peut être fait doit être fait. Et je trouve que c'est à la fois édifiant sur le modèle accélérateur du schéma antérieur, et comment on doit justement lutter là-dessus pour bien maintenir des projets qui sont qualitatifs, qui sont, et je pense que certains en parleront, de pleine terre. La contrainte, on le sait dans un projet, c'est ce qui peut permettre justement la qualité d'un projet. Donc saisissons toutes ces contraintes pour vraiment faire des choses très qualitatives, très performantes environnementales et au bénéfice des populations. D'abord, votre regard, bien évidemment, mais surtout, ce serait bien que vous nous donniez un peu plus sur ce territoire. Vous expliquez ici le constat que vous faites après ce qui a été dit. Effectivement, donc on parle chez nous les promoteurs de comment va évoluer, je dirais, l'ensemble, je dirais, de nos activités. Ce sont des activités très contraintes au niveau des règles, au niveau d'une foultitude de règles d'urbanisme, juridique, technologique. Et donc, effectivement, c'est une aventure dans laquelle on est aussi de plus en plus poussé par nos clients, puisque tu parlais d'une clientèle jeune. Et c'est effectivement 80%, je dirais, de ce qu'on peut voir dans le recensement de nos besoins qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous pousse à être imaginatifs pour être moins énergivores, à imaginer donc des lieux d'habitat qui soient, je dirais, conformes aux attentes et au futur et à l'évolution, je dirais, d'un produit qui va vivre et qui va, je dirais, pouvoir s'adapter à son futur. Claude évoquait la problématique de la maîtrise foncière, puisqu'effectivement, à horizon 2030, donc c'est demain, une opération, le temps de déposer un permis de construire et de la livrer, c'était 4 ans et demi. Aujourd'hui, c'est 6 années et demie. Donc, c'est-à-dire dans 2 opérations, ça y est, nous sommes dans un vecteur du futur. On ne pourra plus étendre la ville. Donc, en fait, le schéma, il est très simple. C'est reconstruire la ville sur la ville, ramener du transport, ramener de la nature et ramener, je dirais, des produits, enfin des opérations qui vont pouvoir être exemplaires, de plus en plus exemplaires, puisque cette révolution, on la vit depuis déjà... depuis toujours, j'ai envie de dire. Alors contraint, mais maintenant... 5 ans, moins. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Exactement. Maintenant, ça fait partie complètement des raisonnements et on avance avec. Exactement. Et nous sommes moteurs avec. Tout à fait. Alors, je rappelle que CDC Biodiversité, c'est une entreprise privée, filiale de la Caisse des dépôts. Et nous, notre métier, en fait, c'est d'accompagner les porteurs de projets et de leur apporter des solutions innovantes, opérationnelles, pour mesurer leur empreinte, leur pression sur la biodiversité, essayer de la quantifier. Et au regard de ça, de proposer des solutions de renaturation qui vont permettre d'aller vers une empreinte neutre, voire positive, parce qu'on a besoin aujourd'hui de régénérer de la biodiversité. Donc notre métier, c'est ça. Donc effectivement, on accompagne notamment des promoteurs immobiliers pour qu'ils intègrent au mieux la biodiversité dans leurs projets. Et effectivement, c'est un enjeu majeur, parce que comme ça a été dit, je ne vais pas répéter, mais aujourd'hui, la consommation d'espace, la destruction d'habitat et la fragmentation d'habitat naturel est une des premières causes d'érosion de la biodiversité. Donc on est dans le contexte effectivement du Congrès mondial, donc c'est un enjeu majeur. On n'a plus le choix aujourd'hui, il faut arrêter de faire ce qu'on a fait, cet étalement urbain qu'on a vu à la suite des années 60-70. On ne peut plus faire, on ne peut plus consommer de terres agricoles, de forêts, etc. Donc il y a nécessité de régénérer des espaces, des fonctionnalités écologiques, c'est un enjeu majeur. Donc effectivement, le où construire est extrêmement important. Et il ne se fait pas qu'au niveau des promoteurs. Ils arrivent un peu en bout de chaîne, mais il y a tout un travail amont avec les collectivités notamment. Et c'est aussi votre travail de dire où il est le plus pertinent, parce qu'on a besoin de logements. Enfin, ça a été dit, on a besoin de continuer à construire, de se développer. Alors l'idéal, c'est de faire effectivement sur la ville,
Voilà. Donc limiter cet impact de fragmentation, d'érosion, et puis après de faire des villes où il fera bon vivre. Parce qu'effectivement, ça a été dit, on a des chiffres, des sondages suite à la pandémie, tout le monde veut fuir les grandes métropoles, les grandes villes, on veut de la nature. Et puis on voit que aussi en 30 ans, 30% des oiseaux urbains ont disparu. Donc aujourd'hui, la ville n'est plus vraiment adaptée aux vivants. Donc il faut complètement reconcevoir, c'est même plus qu'une révolution, c'est une approche complètement différente de la construction de la ville. Donc c'est cette nécessité de mieux construire, d'être dans la sobriété foncière. C'est ce que dit la loi climat résiliente qui vient de sortir. Aujourd'hui, il faut être sobre à tout niveau. La sobriété est applicable à tous les métiers, toutes les activités. Mais en tout cas, sur le foncier, c'est un enjeu majeur. Donc effectivement, nous, on apporte des solutions. Il y a la fameuse séquence éviter, réduire, compenser qu'on doit se poser à tous les niveaux. Comment éviter au maximum les impacts, les réduire et éventuellement les compenser en faisant de la renaturation. Donc voilà, donc il y a un enjeu formidable. Il y a des outils, on sait faire. En liaison avec tout ce qui vient d'être dit, Oui, ça complète. revenons un peu historiquement. Quand Haussmann refait le plan de Paris, vous avez un espace vert à moins de 200 mètres de tout espace de logement. On les a depuis redensifiés, on les a privatisés, on les a peut-être imperméabilisés, mais on retrouve ça. Et le travail qu'on va mener, c'est celui-là, c'est les trames vertes et bleues qui permettent d'avoir une flore et une faune en ville. Et il n'y a pas de révolution à faire, parce que ce qui est extraordinaire par rapport à d'autres pays qui doivent tout construire, c'est que nous, on dispose d'une infrastructure existante. Donc si on est malin, et c'est tout l'enjeu du travail entre les élus, les porteurs d'établissements fonciers et les promoteurs, c'est de travailler sur le coût marginal au maximum et de ne pas réinventer des choses en rasant et en reconstruisant. Donc notre enjeu, c'est sur le logement, effectivement, reconstruire quand on peut, mais dans plein de cas, il faut assumer de démolir. Parce qu'encore une fois, je redis ce que disent les jeunes, ils ne veulent pas vivre dans des vieux immeubles humides, avec de la moisissure, mal éclairés et avec des circulations où on ne peut pas mettre d'ascenseur. Donc il y a des immeubles, il faut assumer. Ce n'est pas la peine de faire du vieillisme, entre guillemets. Il y a une question de coût, voilà, ça coûte souvent moins et cher ça de coûte moins détruire cher. et de Même reconstruire si complètement. j'entends très bien que l'impact carbone d'une démolition-reconstruction peut être négatif. Et c'est là qu'intervient le deuxième volet de compensation, parce qu'on peut très bien construire aujourd'hui avec des impacts carbone très réduits par rapport à ce que nous faisions auparavant, en optimisant les poids de matériaux qu'on met en place, en optimisant les implantations et la densité, puisque plus vous densifiez, plus l'impact carbone est marginal sur une parcelle foncière. Et puis vous avez l'enjeu suivant qui est le confort d'été, le confort d'hiver, la ventilation, la qualité d'air, qui sont des parents pauvres depuis 40 ans de la législation, qui continue à être le parent pauvre de la législation, mais qui va être un sujet pour vendre les logements pour les promoteurs. On va parler de matériaux biosourcés, de circuits courts, de traitement des déchets, de transformation digitale. On pourrait commencer justement avec les matériaux biosourcés et les circuits courts. La question qui est également posée avec cette question d'équilibre effectivement des flux, c'est celle également de l'effet rebond qu'on peut avoir. On le voit, on l'a vécu beaucoup ces dernières années et expérimenté avec la consommation énergétique. Et nos voisins allemands l'ont beaucoup expérimenté notamment. On a fait des démarches massifiées de rénovation énergétique en se disant c'est bien, on va faire des économies, c'est super. Du coup, beaucoup sur les logements se sont améliorés en performance énergétique brute, mais au global, on a des bâtiments mieux isolés, un peu plus techniquement pointus, et finalement, on s'autorise de temps en temps un peu plus de confort. Qu'est-ce que c'est 1 degré de plus? Qu'est-ce que c'est 2 degrés de plus? Et au global, on a une courbe qui s'améliore et bam, qui rebondit si c'est pas maîtrisé, si c'est pas cadré par un accompagnement long terme. Et du coup, on peut extrapoler, je pense que c'est un peu le cas, sur le sujet carbone. Donc ce que tu dis, je pense, est effectivement très vrai. Et voir effectivement de ne pas oublier que tout doit s'imbriquer. Il faut un regard global, en fait. Exactement. Une véritable Dans ce que dit globalité. Cédric, il faut savoir que la consommation en énergie finale de secteur résidentiel français, c'est entre 450 et 500 TWh par an depuis 40 ans, au global, avec les usages, tout compris. Donc on a fait de gros efforts depuis 40 ans sur le neuf, sur la réglementation. On a donc absorbé chaque année 1% de stock en plus, c'est à peu près ce qui se passe. Donc en 40 ans, on a réduit finalement notre impact de 40%. Mais l'objectif que nous donnent les accords de Paris, c'est moins 6% par an. Vous voyez à peu près l'écart qu'on a à franchir. Ouais. Il y a du boulot. Le défi à relever.
le défi il est d'ailleurs d'autant plus important sur ce que vous évoquiez tous les deux tout à l'heure, et puis un peu tous d'ailleurs, c'est le sujet de la temporalité. La temporalité, elle est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure des nouvelles réglementations, notamment réglementation construction, qui aujourd'hui, la nouvelle réglementation 2020 va nous permettre d'intégrer plus de biosourcés. Donc, on reviendra après, on aura un sujet de formation des acteurs qui sera essentiel. Mais il ne faut pas oublier non plus, et tu parlais d'un cycle de 6 ans aujourd'hui, entre le moment où germe l'idée d'un bâtiment et le moment où on en livre les clés. Oui. Ben, ce rythme-là, c'est comme par hasard aussi le rythme d'évolution de la réglementation. RT 2000, RT 2005, 2012, 2020. Du coup, on apprend, on teste sur un bâtiment, et une fois qu'on l'a livré, est-ce qu'il n'est pas déjà obsolète ? En tout cas, il peut le paraître de l'extérieur. Alors justement, non, parce que la réglementation, comme on connaît les seuils, l'objectif c'est de faire 6 ans avant, le seuil dans 6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de l'ARE, ça va être que les programmes qu'on va faire en 2022-2023 soient calés sur les seuils 2025. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs d'emmener les industriels, parce qu'on a cette visibilité aujourd'hui. C'est vrai que c'est un changement radical, parce qu'avant on faisait le B-programme, et puis bon, advienne que pourra. Là, on ne pourra pas tellement, je pense, livrer. Vous êtes cerné. On ne pourra pas livrer en 2028 des bâtiments sur la réglementation 2020. Et nous, à travers effectivement notre intervention, le foncier, c'est de la matière première. C'est la matière première qui effectivement permet le support d'un projet. Et donc par rapport à ce regard-là, on a actuellement, dans le cadre du plan de relance, une vraie percée de notre point de vue qui est le sujet de l'intervention sur les friches. Les friches étant toute considération, c'est-à-dire dans la loi climat-résilience, il y a bien un article qui définit les friches, mais là, en l'occurrence, c'est des friches sanitaires, c'est des friches industrielles, c'est des friches commerciales. Et donc, on voit bien que du point de vue déchets, nous, en fait, en termes de foncier, le terme, c'est plutôt ces fonciers qui ne sont pas soit optimisés, parce que ça a été évoqué tout à l'heure et je voulais y revenir aussi, c'est le sujet de l'optimisation en logement, en emploi, par rapport au transport. Et que constate-t-on ? On constate que très souvent, on fait de l'étalement urbain sans augmenter la population et sans augmenter l'emploi. Et ça, c'est interdit. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est important aussi à avoir bien à l'esprit, il y avait une étude qui avait été faite par les Pays de Loire qui montrait que Nantes, en l'occurrence, n'augmentait pas l'étalement urbain, augmentait la population, l'emploi, et la Mayenne augmentait l'étalement urbain et n'augmentait ni la population ni l'emploi. Et c'est cet écueil-là qu'il faut absolument qu'on arrête, et donc on soit dans cette optimisation foncière. L'optimisation foncière, en plus de la sobriété, évidemment, c'est de dire, si je consomme du foncier, entre guillemets, en étalement humain, il faut que je garantisse un minimum d'emplois à l'hectare et un minimum de logements à l'hectare. Évidemment, avec la prise en compte de la biodiversité. Et donc, en termes de déchets d'un strict point de vue, pour nous, le foncier, c'est un regard qui change et c'est une mutation perpétuelle. Et donc, du coup, c'est bien dans ce sujet-là qu'on travaille sur la déconstruction, la dépollution. Dans les filières, il faut vraiment qu'on travaille aussi sur la phytorémédiation. Effectivement, comment une pollution industrielle peut, à travers des systèmes vertueux, tendre vers quelque chose qui soit compatible avec un nouvel usage. Et donc vraiment là-dessus, je crois qu'il faut que l'ensemble de l'écosystème d'acteurs puisse intervenir sur ces champs-là, avec effectivement un regard modifié, la filière industrielle, la recherche et le développement, parce qu'on voit bien qu'on n'y arrivera pas sans ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. En réaction, puisque ça faisait partie de nos réflexions à la FPI Provence quand on a écrit notre livre blanc, il y a une étude poussée notamment chez nos amis américains sur les métropoles, les principales métropoles américaines, et on s'est aperçu que plus cette métropole est marchable, c'est-à-dire accès au transport, accès au métro, accès, je dirais, à la fluidité, la fameuse ville du quart d'heure, plus le PIB par habitant est important. Et il peut augmenter de l'ordre de 50%. Alors, on n'est pas là... On peut parler aussi de richesse, mais ça prouve bien que ça crée justement une attractivité. Et ça crée de l'attractivité aussi pour faire venir des entreprises. Et effectivement, c'est une clé indispensable. Je me permets juste de rajouter une chose, c'est qu'on voit qu'on va vers une convergence entre nos contraintes environnementales et les outils digitaux. On parle beaucoup dans nos métiers, avec plein d'acronymes que je ne citerai pas ici,
de De toute digitalisation. façon, je voulais en parler, donc c'est Non, très non, bien. non, On en parle. surtout pas, puisque surtout on pas. voulait en Mais parler. on voit bien qu'on converge avec les outils digitaux. Et là, la FPI, avec Smart Building Alliance, vient de lancer une initiative qui s'appelle Urbanilab pour justement travailler avec les collectivités locales, avec les promoteurs, les ingénieries, les architectes, sur comment on travaille sur ces outils de digitalisation, par exemple, des permis de construire. Parce que la digitalisation du permis de construire, ce n'est pas une plateforme qui permet de s'échanger les documents PDF. Non, c'est des outils qui permettent C'est pas que. au commun des mortels de Bien sûr. visualiser un projet, de discuter sur un projet, de le faire évoluer. Et si on arrive à ça, les tests qui ont été faits, où les gens peuvent visualiser sur une maquette territoriale l'impact d'un projet, on va vers une concertation beaucoup plus riche. Une Et du coup, acceptabilité. surtout. on accepte, on a une Bien acceptabilité sûr. plus importante. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir ou pas du digital, parce que Non, de toute juste façon, avant je voulais de parler oui, vous digital, je voulais revenir Bien sur sûr. cette notion de foncier considéré comme des déchets, parce que je trouve ça assez C'est intéressant. bien. Et aujourd'hui, effectivement, on dit qu'il faut qu'on construise la ville sur la ville, mais globalement, les espaces de friches qui pouvaient être valorisés pour faire du logement, pour faire du tertiaire, etc., l'ont été. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des espèces de verrues urbaines. Et je pense que l'accompagnement dans le cadre de projets d'aménagement, de création de sites naturels urbains sur ces espaces-là, alors effectivement, ça suppose des moyens, mais on a des expériences. Nous, on l'a fait notamment en Ile-de-France, à Sevran, donc en Seine-Saint-Denis, où il y a l'ancien site Kodak de 12 hectares, dont personne ne savait trop quoi faire. Pas aménageable parce qu'encore pollué, enfin voilà. Et avec notamment dans le cadre d'un programme d'action volontaire qu'on a mené, et notamment avec des promoteurs immobiliers, et ils ont, dans le cadre de l'accompagnement de leur projet, ils ont donné un peu d'argent, et avec l'argent collecté, on a réussi à créer un site naturel urbain. Voilà. Donc c'est aussi une piste de dire ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi pas planter des arbres en dehors de nos sites, mais c'est accompagner aussi la transition du territoire et travailler sur ces terrains aujourd'hui qui sont un peu orphelins, et on a du mal à mobiliser. Il y a des beaucoup de fonds. choses à créer. On a hein, eu Et des voilà, je mais sais, hein. c'est des démarches assez intéressantes. Et ça va dans le sens, effectivement, Absolument. c'est pas des déchets, c'est de la matière Ouais, première et aussi. on a des quoi. exemples ensemble de phytothérapie où on laisse du foncier traité par les plantes pendant 5 ans, 10 ans, parce que c'est le foncier de demain sur lequel on va construire. Donc on crée aussi notre matière première Mhm. ensemble. Et à coût marginal, évidemment, plutôt quand on compare la phytothérapie par rapport à l'enlèvement des terres, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si on termine sur l'éco-construction digitale, Et c'est le terme d'outil. Et on le résume souvent plus simplement à numérique. C'est bien, numérique, c'est connecté. On a une super maquette, on va livrer le bâtiment et son jumeau numérique 3D, on pourra se balader dedans, c'est trop bien, tout connecté. Ça fait sauter tout le monde comme un cabri. Bah ouais, parce que c'est beau. C'est super sympa, c'est moderne, tu fais des visites à distance, etc. Il y a des stores qui s'ouvrent tout seuls, tout ce qu'on veut. Mais du coup, on fait l'erreur de voir le numérique comme une finalité. Et on a oublié que Le c'est deux juste fois, un outil. un moyen. Et la maquette numérique est finalement ni plus ni moins qu'un outil de conception. Ça nous aide, nous, en tant que maître d'œuvre, à mieux parler entre Bien nous, sûr. à être plus rapide, plus efficace. Et on en a besoin pour réduire les fameux 6 ans d'allongement de délai de conception. On en a besoin pour mieux livrer le bâtiment que l'on livre, en le livrant avec le niveau de complexité dont la personne qui va recevoir les clés est capable d'intégrer. On ne va pas livrer une maquette numérique d'un logement comme on va livrer la maquette d'une usine. Oui, non, bien sûr. Il faut s'adapter à ça et on a eu quelques écueils, il faut l'admettre, ces dernières années. On a fait peut-être un peu de surtechnologie, sur-numérique, parce qu'on a fait effectivement l'erreur de penser que c'était une finalité et non pas un chemin et un outil pour y aller.